Marc se tenait au milieu de la cuisine de notre hôtel particulier historique de 4 étages situé dans le 16e arrondissement de Paris, tenant nonchalamment une tasse de café à la main tandis qu'il souriait de toutes ses dents, appuyé contre l'îlot central en marbre, pour m'annoncer que sa mère, Monique, allait fêter ses 60 ans et que, pour marquer ce cap, il avait décidé unilatéralement que 75 membres de sa famille élargie venant de province s'installeraient chez nous pour camper sur les 4 étages de notre demeure pendant un mois entier, s'attendant sincèrement à ce que je sois ravi d'accueillir ce chaos imminent. Je n'ai pas prononcé un seul mot de protestation, je ne me suis pas lancé dans une dispute hurlante, j'ai simplement avalé calmement la dernière bouchée de mon petit déjeuner avant de me lever, de saisir ma valise noire à roulettes qui attendait déjà près de la porte et de quitter la maison sans un regard en arrière. Si votre conjoint invitait unilatéralement 75 parents à occuper votre domicile pendant un mois entier sans votre consentement, resteriez-vous pour argumenter ou partiriez-vous tranquillement? Dites-le-moi en commentaire. Voici exactement comment j'ai mis en œuvre mon verrouillage numérique alors que j'étais assise à l'arrière d'une berline privée traversant les limites de la ville, regardant à travers les vitres teintées l'architecture haussmannienne de Paris s'estomper lentement dans la brume matinale. L'intérieur du véhicule étant plongé dans un silence total qui correspondait à l'immobilité absolue de ma propre poitrine. Il n'y avait pas de battement de cœur précipité, pas de brûlure de larmes retenues brouillant ma vision, et certainement pas de panique. Car la colère n'était pas bruyante cette fois-ci ni une tempête émotionnelle chaotique, elle était entièrement clinique. Mon esprit s'était complètement détourné du naufrage romantique de mon mariage pour se briser avec une efficacité brutale dans la précision absolue d'un audit financier médico-légal. Et bien que j'ai frotté mes yeux en tentant pendant une fraction de seconde d'invoquer un iota de regret ou d'hésitation, il n'y avait qu'une clarté tranchante comme un rasoir, ce n'était pas une dépression, c'était un bilan comptable, et je fermais officiellement le grand livre. Dans les 10 premières minutes du trajet, j'ai ouvert mes applications bancaires sécurisées, agissant non par malveillance mais par pure gestion des risques essentiels, et d'une série de pressions délibérées et calmes sur mon écran brillant. J'ai initié un transfert interne immédiat en déplaçant exactement 11 800 € de mon propre capital durement gagné hors de notre compte joint, laissant volontairement un solde d'exactement 200 €. Juste assez pour maintenir le compte ouvert mais absolument insuffisant pour financer ne serait-ce qu'un seul amuse-bouche de traiteur ou une composition florale pour le projet de vanité de sa mère. Une fois le capital mis en sécurité sur un compte de détention indépendant, j'ai parcouru systématiquement mon portefeuille numérique pour retirer Marc en tant qu'utilisateur autorisé de toutes mes lignes de crédit principales. Révoquer son accès à chaque compte renouvelable et geler nos cartes de voyage premium conjointes, fermant systématiquement la trésorerie après avoir passé des années à agir comme l'investisseuse silencieuse et non reconnue dans leur version tordue d'une famille. Exactement 60 minutes après mon départ de l'hôtel particulier, le lourd silence du véhicule a été percé par le son strident de ma sonnerie et c'était Marc. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre, tenant le téléphone loin de mon oreille alors que sa voix atteignait un ton hystérique et frénétique, hurlant à travers le haut-parleur que les coordinateurs du banquet d'anniversaire de Monique refusaient ses cartes. Sur le champ, il hyperventilait, exigeant de savoir pourquoi les comptes principaux affichaient des erreurs de fonds insuffisants, semblant complètement anéantis par l'évaporation soudaine et inexplicable de son filet de sécurité financière alors qu'il recevait les alertes bancaires automatisées en temps réel. Mais il était déjà bien trop tard. Je n'ai pas pleuré, je ne lui ai pas demandé pourquoi il se sentait en droit d'utiliser mon argent, j'ai simplement appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel et coupant son cordon ombilical numérique frénétique, rendant au silence de la voiture une profondeur plus satisfaisante qu'auparavant. Mise à l'abri dans le sanctuaire calme et ensoleillé de la maison côtière de ma mère près de Saint-Malo, en Bretagne, je me suis assise près de la grande baille vitrée pour regarder les marais s'écraser
rythmiquement contre le rivage rocheux. La distance physique avec Paris me permettant enfin de respirer un air pur, totalement exempt de l'électricité statique étouffante des demandes incessantes de Marc. Assise dans cette pièce tranquille, j'ai commencé à auditer mentalement mes 5 années de mariage à travers une série de réflexions sensorielles, cartographiant près de 2000 matins de travail cachés et non rémunérés alors que j'étais directrice senior UX/UI dans un cabinet de conseil en technologie de premier plan à la Défense. Ma vie professionnelle étant entièrement dédiée à l'optimisation de systèmes complexes et à l'élimination des frictions pour mes clients, une expertise pour laquelle je gagnais exactement 11 500 € par mois. Pourtant, j'ai réalisé avec une clarté écœurante que j'avais aveuglément appliqué ces mêmes compétences professionnelles à mon mariage, travaillant sans relâche en dehors des heures de bureau pour masquer l'incompétence domestique chronique et instrumentalisée de Marc. Mon esprit dérivant vers un souvenir vif d'il y a exactement 1 an. Lorsqu'il avait unilatéralement invité ses anciens camarades de grande école pour un week-end de tournoi de rugby, me rappelant l'odeur rance de la bière renversée s'imprégnant dans nos tapis persans coûteux et les traces de boue sur le parquet impeccable. Je me souvenais surtout de Marc riant bruyamment avec ses amis, totalement inconscient, pendant que je ramassais silencieusement les bouteilles vides et frottais les comptoirs à 2 heures du matin. Car il traitait notre sanctuaire de plusieurs millions d'euros comme une extension de son ego de célibataire, confiant que je serais toujours là pour ramasser les débris. C'est là le piège ultime de la normalisation brutale, nous conditionnons imperceptiblement à accepter des conditions de service inacceptables dans nos propres vies, nous convainquant que gérer le chaos destructeur d'un adulte est simplement une partie du contrat matrimonial, normalisant notre propre épuisement extrême jusqu'à ce que nous ne remarquions même plus que nous sommes les seuls à porter le poids de toute la structure. J'ai compris alors que je n'avais jamais été une véritable partenaire pour lui, mais simplement l'échafaudage invisible soutenant la grande illusion de sa vie d'adulte, un service d'abonnement qui lui fournissait une maison impeccable, un compte bancaire sain et une façade sociale respectable. Le tout à mes frais. Cette réalisation n'a pas brisé mon cœur, elle a cristallisé ma détermination en quelque chose d'incassable, et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour annuler définitivement son abonnement et démanteler l'échafaudage pour de bon. Les retombées numériques de mon départ ont été instantanées et toxiques, l'écran de mon téléphone s'allumant à plusieurs reprises dans la chambre d'amis sombre avec un barrage de messages provenant de la matrice familiale profondément enchevêtrée car, au lieu de prendre un moment de réflexion ou de s'excuser, Marc avait immédiatement déployé sa famille comme un bataillon offensif, Monique, ses frères et sœurs et une armée de cousins lançant un assaut coordonné sur mon caractère, inondant ma boîte de réception d'insultes me traitant de diva égoïste et erratique. Monique, réalisant que sa manipulation privée échouait, apportait la guerre sur la place publique en publiant un long essai passif-agressif sur sa page Facebook, déplorant dramatiquement devant son audience que certaines personnes laissaient un titre de cadre et un gros salaire détruire leur sens du devoir familial fondamental, se peignant en matriarche traditionnelle éplorée, Marc en victime innocente d'une femme de carrière froide et insensible. J'ai observé cette manipulation psychologique avec un détachement émotionnel total. Mes yeux se posant sur un cadre photo en argent vide que j'avais jeté précipitamment dans ma valise, symbole parfait de mon rôle dans leur vie. J'étais traité comme un moteur financier et une utilité domestique. Pas comme un être humain. Il ne regrettait pas mon rire ou ma présence à table, il était furieux simplement parce que leur appareil électroménager préféré s'était soudainement débranché et avait franchi la porte, mettant fin aux opérations de l'investisseuse silencieuse qui rendait leur délire de grandeur possible. Leur indignation publique n'était que la taxe de sortie, le prix psychologique qu'ils essayaient de m'extraire pour me forcer à la soumission. Mais je refusais de m'engager dans leur guerre émotionnelle chaotique, préférant déplacer le champ de bataille hors de leur zone de confort et strictement dans le domaine professionnel en appelant Hélène, ma plus proche confidente en
entreprise et directrice juridique de mon cabinet de conseil. Une femme dont l'esprit brillant fonctionnait uniquement en termes de responsabilité et de protection des actifs. Hélène a écouté les détails avec le silence froid d'un prédateur et, bien que les politiques de l'entreprise l'empêchent de me représenter directement, elle a mobilisé son réseau pour me trouver le meilleur avocat en droit de la famille de Paris pendant qu'elle restait mon conseillère stratégique de l'ombre, et en 48 heures. Nous avons exécuté un réalignement stratégique complet comprenant un congé sabbatique de 2 semaines pour protéger ma réputation professionnelle pendant que nous gérions l'extraction domestique. Hélène a pris en charge le protocole de communication en rédigeant un avis formel de séparation des actifs envoyé directement à Marc. Un chef-d'œuvre de froideur juridique détaillant le retrait immédiat de mes flux salariaux de toutes les opérations domestiques partagées et déclinant toute responsabilité future pour sa part de l'hypothèque de l'hôtel particulier, citant son altération unilatérale des conditions de vie communes. Rupture de notre accord financier. Il n'y avait aucun plaidoyer émotionnel, seulement un langage transactionnel indiquant que nous liquidions une entreprise en faillite. Un ton calibré pour forcer cette famille financièrement analphabète dans un coin dont il ne pourrait pas sortir par la manipulation. Car je ne parlais plus le langage souple d'une épouse déçue mais celui, concret, d'un divorce d'affaires. Hostile. C'est lors de l'audit approfondi de nos actifs partagés que le coup de grâce a été découvert. Hélène avait effectué une vérification des antécédents opérationnels et m'a appelé avec une voix teintée d'incrédulité car Marc n'avait pas seulement prévu une fête chaotique. Il avait franchi une ligne juridique dévastatrice en utilisant notre profil de crédit joint pour signer, il y a 3 semaines, une garantie personnelle exécutoire auprès d'un groupe de traiteurs de luxe pour un banquet de 24 000 €, le tout en imitant mon autorisation numérique. Son calcul était lâche mais clair, il supposait qu'une fois la fête passée, je paierais discrètement la facture pour protéger ma propre réputation sociale, pensant que mon désir d'éviter l'embarras public l'emporterait sur mes limites. Mais la douleur que j'ai ressentie s'est transformée en béton pur dans ma poitrine car il avait commis une fraude en col blanc caractérisée pour financer le projet de vanité de sa mère. Tout résidu de culpabilité s'est évaporé, ce n'était plus un mariage raté mais un crime financier calculé, et ma riposte reflèterait cette réalité. L'air à l'intérieur du tribunal civil de Paris était sec et sentait le vieux bois, et quand je suis entré flanqué d'Hélène et de mon équipe de litige, l'équilibre des pouvoirs a basculé de manière palpable alors que Marc, debout près de la table des défendeurs, semblait totalement dégonflé. Son costume froissé et son front perlé de sueur. La juge, une femme aux yeux acérés, a passé en revue la documentation irréfutable que nous avons présentée, notamment les signatures contrefaites et les preuves de fraude financière, est confrontée à la menace immédiate de saisie d'actifs et de ruine légale totale. La façade arrogante de Marc s'est brisée. Pendant la suspension d'audience, Marc et une Monique en panique m'ont coincé dans le couloir de marbre, Monique sanglotant ouvertement alors que son audace sur les réseaux sociaux s'était envolée. Tandis que Marc me suppliait de retirer l'injonction pour sauver leur famille de la saisie immobilière et de l'embarras public. Je les ai regardés en observant le pouvoir fantôme d'un portefeuille vide, car pendant des années ils avaient agi comme la royauté de notre foyer. Alors qu'ils ne possédaient aucune part du capital, vivant comme des rois sur une trésorerie que j'avais bâtie, et maintenant dépouillée de mon capital. Ils étaient exposés comme étant en faillite totale, suppliant la femme même qu'ils avaient maltraité de les sauver des conséquences de leur propre choix. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai offert aucun mot de réconfort ou d'explication. J'ai simplement sorti de mon dossier en cuir l'accord de règlement matrimonial finalisé et l'acte de cession de l'hôtel particulier, laissant tomber la pile de documents sur les genoux de Marc avant de faire demi-tour, le claquement de mes talons sur le sol étant le seul son que j'ai laissé derrière moi. Des mois plus tard, sur le balcon en bois de mon nouvel appartement face à la mer à Saint-Malo,
j'ai respiré l'air salin du matin, le poids étouffant de mon ancienne vie ayant disparu, remplacée par le cri des mouettes. Ayant appris. Entre-temps que l'anniversaire de Monique avait été un désastre total avec seulement 14 parents présents dans un appartement de location médiocre en banlieue. Marc travaillant désormais 2 emplois épuisants pour rembourser la dette de 24 000 € et éviter les poursuites pénales tandis que l'hôtel particulier était mis en vente. J'ai fermé mon ordinateur, laissant le bruit de leur désastre s'éteindre pour de bon, car j'ai compris que rester dans une pièce où l'on n'est valorisé que pour ce que l'on peut fournir en silence est une mort lente et atroce. J'ai appris à mes dépens que le véritable respect ne s'achète pas et que l'amour ne devrait jamais ressembler à une facture impayée. Vous ne devez absolument rien aux personnes qui traitent vos limites comme un inconvénient ou votre travail comme un droit acquis. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre, c'est parfois simplement la dernière étape nécessaire pour se libérer entièrement.